Bienvenue, nous sommes le 2 mai, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Sous les acclamations des personnels de santé qui plient bagages, à Madrid en Espagne, l'hôpital de campagne IFEMA, érigé au début de l'épidémie, commence à être démantelé. Avec près de 25 000 morts, le pays a été durement touché, mais la pandémie ralentit avec 280 décès ces dernières 24 heures. Des Espagnols qui ont de nouveau le droit de se promener et de faire du sport pour la première fois en 48 jours. En Russie, le pic de l'épidémie n'a pas été atteint. 10 000 nouveaux cas viennent d'être recensés en une journée, un record. À Moscou, 2% des habitants sont touchés par la maladie. Le Premier ministre Mikhail Mishustin a été testé positif et hospitalisé à l'isolement. Le président Poutine juge la situation difficile, mais prévoit néanmoins un déconfinement à partir du 12 mai selon les régions. L'état d'urgence sanitaire prolongé en France jusqu'au 24 juillet, c'est ce qu'annonce le ministre de la Santé Olivier Véran au sortir d'un conseil des ministres extraordinaire. Une prolongation qui doit être approuvée par le Parlement la semaine prochaine. Le gouvernement prévoit notamment la création d'un fichier recensant les personnes infectées pour pouvoir les tracer, une mesure controversée. À San Francisco, Kyle, actuellement sans emploi, cherche un test de dépistage du Covid-19 abordable. J'ai quelques symptômes aujourd'hui. Je tousse un peu et j'ai un peu de fièvre. Je vais aller sur Internet pour voir comment je peux me faire tester. Sur la toile, Kyle trouve un test gratuit proposé par la ville. La technologie médicale est signée Color, un laboratoire de tests partenaire de Verily, une filiale de Google spécialisée dans les données de santé. Ils demandent mes informations personnelles, mon nom, ma date de naissance, mon appartenance ethnique, mon sexe. En échange de données très privées, le rendez-vous est pris le jour même. À l'est de San Francisco, sur ce parking, Kyle n'aura même pas besoin de sortir de sa voiture pour se faire tester. Le site est mieux gardé que les données. Les caméras sont ici interdites. Le test ne va durer que quelques minutes. Le test s'est bien passé. Je suis content d'avoir pu le faire, mais je suis déçu que la ville ait dû faire appel à ces grosses entreprises de la tech pour que ce soit gratuit pour nous, car ça ne l'est pas vraiment s'ils collectent toutes nos données et nos informations personnelles. Depuis le début de la pandémie, les entreprises de la tech ont lancé une offensive sur les données de santé. À l'Institut de recherche Scripps de San Diego, Jennifer Radin est en charge d'une étude qui utilise la technologie des bracelets connectés pour surveiller géographiquement l'évolution de l'épidémie. Nous allons collecter les données depuis un grand nombre d'objets connectés, comme Fitbit, Apple Watch. En gros, tous les objets qui peuvent se connecter à Apple Healthcare Kit ou Google Fit. Nous espérons recruter des centaines de milliers, si ce n'est des millions de participants. Ces données, utiles pour les chercheurs, sont surtout précieuses pour les entreprises d'objets connectés qui les récupèrent automatiquement. La course aux données de santé est lancée entre les grandes entreprises de la tech. Google n'a pas hésité à mettre sur la table 2,5 milliards de dollars pour acheter Fitbit. La start-up spécialisée dans les bracelets connectés recueille déjà les données de 27 millions d'Américains. Mon nom est Chris Smalls. J'étais employé chez Amazon à New York. Il entend porter la voix de centaines de milliers d'employés d'Amazon à travers le monde. Chris Smalls, figure emblématique de la contestation, récemment licencié pour avoir, dit-il, joué les lanceurs d'alerte sur le manque de protection des salariés en ces temps de pandémie. Nous avons eu des cas positifs dans le bâtiment. J'ai vu des gens tomber malades les uns après les autres, l'effet domino. Et j'ai fait part de mes inquiétudes et quand j'ai commencé à faire part de mes craintes, il ne s'est rien passé. Quand j'ai commencé à manifester ici, il n'avait qu'une dizaine de cas, voire moins. Aujourd'hui, ils en ont peut-être 50 à 60. Nous avons reçu un autre message ce matin. Chaque jour, ou un jour sur deux, il y a un nouveau cas dans ce bâtiment. Pour le géant du commerce en ligne, le risque de contagion du Covid-19 dans ses entrepôts à travers le monde est devenu un défi tout aussi majeur qu'inattendu. Les pressions sont multiples, comme en France, où la justice a ordonné la fermeture de tous les sites, le temps d'évaluer le risque sanitaire. Le jugement me laisse perplexe parce que, évidemment, il a d'énormes conséquences sur à la fois nos clients, il a des conséquences sur des PME et des TPE françaises, et puis il a des conséquences sur nos employés.
L'activité devrait reprendre en France le 5 mai. Avec des millions de consommateurs confinés un peu partout dans le monde, Amazon engrange depuis ces dernières semaines des bénéfices records, 4 milliards de dollars, qui n'iront pas dans les poches des actionnaires, a déjà prévenu, sous la pression, son fondateur Jeff Bezos. Il affirme que tout sera investi dans la protection des salariés. Lungile est son nom d'emprunt. Quand elle évoque sa situation, elle a les larmes aux yeux, la douleur est ancrée. Pendant 14 ans, Lungile a été victime d'abus. Aujourd'hui, elle a trouvé refuge dans une maison sécurisée de Johannesburg. Depuis que je suis d'ici, j'ai le sentiment que ce fardeau qui pèse sur mes épaules, que ce fardeau qui pèse sur mon cœur, s'est allégé par rapport à avant. Lungile a à sa charge 10 enfants, une responsabilité qu'il a longtemps contrainte à subir. Si elle a enfin osé partir, la peur de l'après-confinement la tenaille. Il a promis qu'il allait me tuer, me tirer dessus ou me brûler dans ma maison. Les associations d'aide aux victimes ont signalé une augmentation des incidents liés à la violence contre les femmes depuis le début du confinement. La ligne téléphonique officielle pour appeler à l'aide est saturée. La promiscuité, l'absence de travail, la crainte de l'avenir exacerbent les tensions. Le huis clos peut devenir dangereux. N'oubliez pas que les femmes sont isolées, qu'elles sont bloquées avec leurs partenaires et donc il est très difficile pour elles de chercher de l'aide ou d'y accéder. Nous savons qu'en Afrique du Sud, 3 femmes sont tuées chaque jour. Dans cette maison, des femmes et leurs enfants trouvent auprès de Mamie Macheline sécurité et réconfort. La gardienne du refuge conseille aux femmes de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de personnes sont mortes alors qu'elles étaient assises là en pensant que tout irait bien. Peut-être que cela va changer, mais il ne change jamais. Au contraire, vous perdez la vie. En cette période de pandémie, les violences domestiques ne sont pas l'apanage de l'Afrique du Sud. L'ONU a lancé un appel mondial pour la paix à la maison. Dans cette salle de prière de Bamako, impossible de respecter la distanciation. En ce mois de Ramadan, les fidèles sont tous les jours nombreux. Au Mali, tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Et pourtant, les mosquées restent ouvertes. Décision du Haut Conseil islamique. On suit en tout cas l'instruction de nos ulémas. Donc aussi, ils ont décidé en tout cas que les mosquées soient ouvertes en ces périodes-là. Donc nous, on ne fait qu'exécuter en tout cas leurs ordres. Entre chaque prière, l'imam l'assure, la salle est entièrement désaffectée. Les fidèles se lavent les mains avant d'y accéder et doivent quitter les lieux petit à petit pour éviter un attroupement. Mais ces dispositions suffisent-elles ? Le prêcheur Al-Fousseni Diakité, lui aussi membre du Haut Conseil islamique, préfère ne prendre aucun risque. Moi, personnellement, je respecte les mesures sanitaires de mon pays. Je reste à la maison, je fais mes prières à la maison. Un musulman est connecté à Dieu, il n'est pas connecté à la mosquée, il est connecté à Dieu. Il peut trouver Dieu n'importe où. Une gestion de la crise sanitaire qui divise. Pour cet analyste, c'est un aveu de faiblesse du gouvernement. Ce Haut Conseil islamique a été créé juste pour être une interface entre l'État et la communauté musulmane. Mais aujourd'hui, ce Haut Conseil islamique monopolise, c'est-à-dire souvent même les décisions de l'État. Et même si l'État veut faire certaines choses, il faut qu'il passe par ces groupes. On trouve que l'État est impuissant par rapport à ça. À ce jour, plus de 500 personnes auraient été contaminées par le virus. 26 en seraient mortes. Et d'après les sources hospitalières, 2 d'entre elles sont des imams. Il s'appelait Mitro Martiniuk. Ce brigadier de l'opération Barkhane est décédé vendredi à l'hôpital militaire de Clamart, près de Paris. Il avait été blessé au Mali le 23 avril dernier par l'explosion d'un engin au passage de son convoi. C'était lors d'une opération dans le Liptako, zone frontalière à l'est du pays. Les armes d'assaut désormais bannies au Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce solennelle ce samedi, moins de 2 semaines après la pire tuerie de l'histoire du pays. Un tireur déguisé en policier avait tué 22 personnes en Nouvelle-Écosse. Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin: tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n'ont aucune utilité et n'ont pas leur place au Canada.
Les armes de guerre devront donc être rendues. Leurs propriétaires ont 2 ans pour se conformer à cette nouvelle législation. La réapparition en chair et en os de Kim Jong-un après 3 semaines de rumeurs sur sa santé. La télévision d'État nord-coréenne diffuse ce samedi ces images hautes en couleurs du grand timonier inaugurant en grande pompe une usine d'engrais. Le dirigeant nord-coréen n'était pas apparu en public depuis le 11 avril dernier. Les corps à corps sont désormais solitaires. Le tango vit lui aussi au rythme du confinement à Buenos Aires. Maria Plazola est professeure de danse. C'est par écran interposé qu'elle donne ses cours à ses élèves depuis le 20 mars dernier. Au-delà de s'assurer que la connexion Internet marche, il faut vérifier que le son fonctionne parfaitement avec la musique, qu'il n'y ait pas de délai entre l'image et le reste. Carolina Antonin espère au plus vite un retour à la normale. En attendant, cette élève exécute avec minutie chaque pas de tango. Danser à la maison n'est pas comparable à se rendre à la milonga. La magie d'arriver dans une milonga, de retrouver ses amis danseurs, d'écouter la musique dans la salle, d'entrer sur la piste de danse, l'attente de savoir quel partenaire sera présent, avec qui je vais danser cette nuit-là. Pour l'heure, difficile de savoir quand les amoureux du tango pourront enfin se retrouver et s'étreindre. En Argentine, les rassemblements sont interdits et les autorités maintiennent le confinement. Bonjour, ici Rafa de la Chiva Cantiva. Nous avons écrit et composé cette chanson inspirée par les gens qui se sentent seuls, mais ceci pour ceux qui ont peur de la situation actuelle. Et pour ceux qui se demandent, comme moi, ce qui arrivera après la crise du corona, par rapport aux problèmes qu'on connaissait avant, comme l'environnement et le climat. J'espère vous voir bientôt et pouvoir vous embrasser de nouveau. Bisous. Cuando tengo tusa, cuando tengo vergüenza, cuando pienso en voz alta, cuando río, cuando lloro, cuando estoy en automático bravo alegando, cuando me creo el putas, cuando me estoy masturbando, cuando tengo un orgasmo, cuando elijo, cuando corro, cuando salto, cuando nazca, cuando muera, siempre estoy solo. La soledad es solo amiga del que la conoce. Ay, yo me represento cuando me tomo el tiempo, cuando saboreo, cuando medito, hablo con